Après avoir vu les différentes méthodes d'échantillonnage, on va maintenant s'intéresser au calcul de la taille d'échantillon. Et c'est vrai que si on reprend l'exemple de notre enquête nutritionnelle, pour calculer la taille de l'échantillon, il y a trois facteurs qui vont déterminer essentiellement la taille de cet échantillon, qui sont des facteurs liés à la population dans laquelle vous allez faire votre échantillon et des facteurs, je dirais, des choix statistiques que vous allez faire. D'abord, on a besoin de la prévalence estimative de la variable étudiée. Donc, en l'occurrence, dans une enquête nutritionnelle, c'est la malnutrition chronique qui nous intéresse dans le cas présent. Et donc, on a besoin de connaître cette prévalence. Et donc, vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre, parce que l'étude va nous permettre de la calculer et on doit l'estimer avant de la mesurer dans l'enquête. Oui, donc il faut l'estimer sur base d'éléments que vous auriez par rapport à votre contexte d'enquête, mais sinon, vous allez rechercher des éléments dans la littérature par rapport à des contextes qui s'approchent de votre contexte. Vous avez besoin du niveau de confiance visé et vous avez besoin de la marge d'erreur acceptable. C'est-à-dire que pour un modèle d'enquête fondé sur un échantillonnage aléatoire simple, on peut simplifier le calcul de la taille de l'échantillon en appliquant la formule suivante. La taille de l'échantillon petit n est égale à t carré, qui est le niveau de confiance, à 95% au carré. La valeur type d'un niveau de confiance à 95%, c'est 1,96, donc c'est 1,96 au carré, fois la prévalence estimative du problème de santé, en l'occurrence ici la malnutrition dans la région du projet, multiplié par 1 moins cette prévalence estimative sur la marge d'erreur à 5% au carré, et la valeur type de cette marge d'erreur est donc 0,05, donc 0,05 au carré. Si je reprends l'exemple de mon enquête nutritionnelle, je suis au Congo, dans une province, au Kasaï, et on estime qu'environ 30% des enfants de cette zone souffraient ou souffrent de malnutrition chronique. Ce chiffre provient de statistiques nationales sur la malnutrition en milieu rural, donc c'est bien sûr pas le chiffre parfait, je dirais, lié à la zone de l'enquête, mais quoi qu'il en soit, on s'y rapproche. L'utilisation de ces valeurs type indiqué donne le calcul suivant dans cette formule simplifiée pour un échantillonnage aléatoire simple. 1,96 au carré fois 0,3, donc 30% de prévalence, 1 moins 0,3, sur la marge d'erreur 0,05 au carré. Et donc, si vous faites ce calcul, vous atteignez une taille d'échantillon de 322,72, donc ça fait 323 enfants ou unités d'échantillonnage. Donc, la deuxième étape est de prendre en compte l'effet du plan d'échantillonnage. C'est-à-dire que l'enquête anthropométrique repose sur un échantillon en grappe. Et si vous faites un échantillon en grappe, je vous rappelle que la formule simplifiée est adaptée pour l'échantillonnage aléatoire simple. Si vous l'appliquez maintenant pour un échantillonnage en grappe, ben, vous devez corriger la différence. Donc, on va multiplier la taille de l'échantillon calculé par l'effet du plan d'échantillonnage, l'effet grappe qu'on appelle grand D. Et donc, on suppose généralement que cet effet grappe, je vous rappelle que l'idée, c'est d'augmenter la taille de l'échantillonnage en grappe pour gagner en précision dans les estimateurs. Et donc, on estime cet effet grappe de 2 pour les enquêtes nutritionnelles faisant appel à des sondages de ce type-là. Et donc, vous prenez votre taille d'échantillon calculée, petit n, fois l'effet grappe, 323 fois 2, on est maintenant à 646 individus. La troisième étape est d'ajouter les impondérables. Donc, on ajoute encore 5% à l'échantillon pour estimer et tenir compte éventuellement d'effets impondérables comme les non-répondants, les erreurs d'enregistrement, etc. Et donc, petit n plus 5%, donc 646 plus, donc, pour lequel on ajoute 5%, on est maintenant à un échantillon de 678 individus ou enfants dans ces enquêtes nutritionnelles. La quatrième étape est de rechercher et de distribuer les sujets observés. C'est-à-dire qu'on arrondit le chiffre obtenu au nombre le plus proche du nombre de grappes. Je vous rappelle qu'ici, on faisait une enquête nutritionnelle dans 30 villages à étudier. Et 30 est le nombre type de grappes fixé pour les enquêtes en grappes de type enquête de couverture vaccinale ou enquête nutritionnelle. Le nombre peut être ajusté en cas de nécessité impérieuse. Et donc, la taille de l'échantillon final ici était bien de 690 enfants. On divise ensuite cette taille finale par le nombre de grappes 30 pour déterminer le nombre de sujets, d'enfants, de personnes à recruter de façon aléatoire dans chaque grappe. Et donc ici, en l'occurrence, 690 divisé par les 30 grappes attendues, ça fait 23 enfants à recruter dans chaque grappe. Et donc là, le nombre doit être identique dans chaque grappe. Alors 23, c'est le nombre minimum. Vous pouvez en recruter 25, 30, mais vous ne pouvez pas en recruter 22
ou moins de 23. C'est très important, c'est le nombre minimum qu'il lui faut dans chaque grappe. Les avantages et les inconvénients de ces différentes méthodes d'échantillonnage sont assez faciles à énumérer. Pour l'échantillonnage aléatoire simple, l'avantage c'est bien sûr la bonne précision du calcul de vos estimateurs, une conception simple pour recruter les individus, et on est vraiment dans les bases théoriques de la statistique générale. Les inconvénients, c'est que c'est peu pratique, car il faut une liste complète des individus de votre population, et certains sous-groupes risquent de ne pas être bien représentés dans votre échantillon, parce que le hasard peut mal faire les choses, et on peut avoir une sur- ou sous-représentation de certains sous-groupes de population. Par rapport à l'échantillonnage systématique, ce sont un peu les mêmes avantages et les mêmes inconvénients, si ce n'est qu'on a une meilleure répartition uniforme des sujets sélectionnés, puisqu'on va sélectionner des individus dans l'ensemble de la base de sondage, et c'est surtout utile pour simplifier la procédure de sélection par rapport à un échantillonnage aléatoire simple. Les avantages et inconvénients d'échantillonnage aléatoire stratifié: on a une bonne précision, l'échantillon contient des sujets de toutes les strates, ça permet d'avoir des estimations par strate et de faire des analyses comparatives d'une strate par rapport à une autre, et c'est parfois plus simple que l'échantillonnage aléatoire simple. Le désavantage, c'est que c'est difficile au niveau opérationnel, puisqu'il faudra aller recruter des individus dans toutes les strates, et toutes les strates, ça peut couvrir tout un territoire, toute une région ou tout un pays. Maintenant, par rapport à l'échantillonnage en grappe, les avantages, c'est que c'est très pratique. Il n'y a pas besoin de base de sondage, de liste de la population. C'est très économique puisqu'on ne va pas recruter des individus dans toute la population. On va les recruter que dans certaines grappes. Donc, sur un plan opérationnel, c'est très facile. Le désavantage, c'est que c'est pas bon, c'est pas précis. Et donc, on a une trop forte homogénéité au sein des grappes. Toutes les grappes recrutées ne représentent pas toute la population, donc on a malheureusement une moins bonne précision des estimateurs, et pour cela on veut gagner en précision en rajoutant l'effet grappe, donc en doublant, en triplant la taille de l'échantillon initial, mais votre précision sera meilleure si vous avez une hétérogénéité au sein de la grappe et une homogénéité entre les grappes, ce qui malheureusement souvent n'est pas le cas. Donc comment est-ce qu'on gagne en précision? Donc en augmentant le nombre de la taille de votre échantillon, donc en appliquant à votre échantillon un effet grappe de 2, de 3 ou de plus. L'effet grappe est donc est là pour une précision donnée, donc c'est la taille de l'échantillon en grappe par rapport à la taille de l'échantillon aléatoire simple. Pour une couverture vaccinale, l'effet grappe est de 2. On utilise généralement 2, sauf si vous vous trouvez dans la littérature, dans des articles plutôt dans des revues statistiques, des auteurs qui auraient calculé des effets grappes pour d'autres problématiques de santé à calculer. Si ces effets grappes ont été calculés, vous les appliquez. Si vous ne les trouvez pas, vous appliquez un effet grappe par défaut de 2. On voit dans la littérature que, par exemple, si vous menez des enquêtes de prévalence, de mesure de la lèpre ou de certaines maladies infectieuses, un effet grappe de 1, donc il ne faut pas augmenter la taille d'échantillon par rapport à un échantillonnage aléatoire simple, est suffisant pour avoir un bon niveau de précision. Donc si je regarde dans ce petit tableau les forces et les faiblesses, je dirais, de chaque méthode d'échantillonnage, l'aléatoire simple, il n'est pas facile, il coûte beaucoup d'argent, il est précis. L'aléatoire stratifié, il est plus ou moins facile, il coûte de l'argent, il a une très bonne précision. Par contre, l'hétérogénéité doit être faible en intrastrate et forte en interstrate. Pour l'échantillonnage en grappe, c'est très facile sur un plan opérationnel, ça coûte peu d'argent, c'est très peu précis malheureusement, et l'hétérogénéité doit être forte en intrastrate et cette hétérogénéité doit être faible en interpastrate ou en intergrappe. Alors, maintenant, si je reprends le calcul de la taille de l'échantillon, il faut bien se rendre compte que ce calcul, cette taille d'échantillon, se base sur la théorie d'estimation. Donc sur la théorie des tests d'hypothèse et des intervalles de confiance. C'est-à-dire que voilà la réflexion qu'on doit avoir. À partir de notre échantillon de taille n, on veut avoir et calculer des estimateurs de paramètres de population, des moyennes, des proportions, des variances, des mesures d'association. Et donc on voudrait avoir un échantillon avec un degré de précision de 5% et un degré de confiance de 95%. C'est-à-dire que les résultats de l'échantillon comparés à ceux de la population mère seront précis à un niveau de plus ou moins 5% dans 95% des cas.
C'est ça clairement, je dirais, l'hypothèse et ce qu'on veut par rapport à l'échantillon. Donc pour calculer la taille de l'échantillon, c'est souvent un compromis entre ce qui est statistiquement souhaitable sur un plan théorique, voilà la taille théorique que j'ai calculée, et ce qui est pratiquement faisable. Parce que fatalement, recruter beaucoup de personnes, ça demande des ressources pour aller après mener les enquêtes. Eu égard à la loi normale, la taille minimum d'un échantillon est généralement de 30 individus. Mais même sur un plan opérationnel, on ne peut pas envisager des échantillons quantitatifs de moins même de 100 individus. Même si avec 100, le nombre 100 ne représente rien, hein, il faut vraiment calculer la taille de votre échantillon en fonction des caractéristiques de vos hypothèses de recherche et des caractéristiques attendues sur un plan statistique et épidémiologique. Mais quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas capable d'atteindre cet échantillon théorique, au moins travaillez avec des échantillons de minimum 100 personnes. Un échantillon dont la taille est inférieure à 30, voire même à 100, ne peut pas être valorisé sur un plan statistique. Les résultats restent valables à titre indicatif, mais l'extrapolation, la généralisation devient bien sûr déconseillée par rapport à la population mère. Alors, si je reprends le calcul simplifié de la taille de l'échantillon, donc pour un modèle d'enquête fondé sur l'échantillonnage aléatoire simple, on peut calculer la taille de l'échantillon requise en appliquant donc la formule suivante, donc le niveau de confiance, la prévalence estimative, la marge d'erreur. Et je reprends un exemple, hein, pour estimer le pourcentage des ménages omis au recensement, donc environ de 5%, l'intervalle de confiance attendu à 95%, donc avec un niveau de confiance ou une valeur type de 1,96, pour une précision de 2%. Ah, regardez, le M ici est de 2%, il n'est pas de 5%, donc on travaille avec 2%. La taille de l'échantillon s'établit de la façon suivante, et donc vous voyez le calcul de la taille de l'échantillon, donc T au carré, 1,96 au carré, la prévalence envisagée de 5%, fois l'intervalle de confiance à 95% sur le degré de précision 2% au carré au dénominateur, ça fait 456 personnes attendues. On rajoute 10% de non-répondants, on est alors plutôt maintenant à 507. Donc ici, on est bien dans un échantillonnage aléatoire simple, on n'applique pas un effet grappe parce que notre méthode d'échantillonnage n'est pas une méthode d'échantillonnage en grappe. Et donc, pour estimer le pourcentage des ménages omis au recensement, donc avec un intervalle de confiance à 95% pour une précision de 2%, eh bien voilà, vous savez maintenant comment est-ce qu'on calcule la taille de l'échantillon. Et cette formule simplifiée pour le calcul de la taille de l'échantillon pour un échantillonnage aléatoire simple est vraiment utilisée en épidémiologie opérationnelle. Vous pouvez l'appliquer dans vos protocoles de recherche opérationnels de base. Maintenant, si vous rentrez dans des méthodologies et des designs plus sophistiqués, peut-être que vous allez calculer la taille de votre échantillon avec des logiciels épidémiologiques et statistiques qui vous demandent beaucoup plus d'informations pour avoir une précision plus grande. Mais cette simple formule vous permet déjà d'estimer, je dirais, la charge de travail de recrutement des personnes dans votre échantillon. Donc voilà, ici nous étions dans un échantillon estimatif de 456 personnes avec 10% d'imprévus, donc ça nous monte à 507. Et puis si vous faites un échantillonnage en grappe, vous appliquez donc une valeur par défaut qui est l'effet grappe, qui est de 2, et donc on sera plutôt maintenant dans un échantillon de 1014 personnes, et donc si on travaille dans des strates par province, soit on applique cet échantillon dans chaque strate, donc ça fait 5 fois 1014 personnes dans chaque strate, soit alors on trouve d'autres scénarios si ce nombre de 5070 personnes ou 5070 personnes est trop important par rapport, je dirais, aux ressources que vous avez à disposition pour mener votre étude. En résumé, donc on se sert d'une table d'estimation de la taille d'un échantillon ou d'un logiciel pour calculer la taille de l'échantillon, ou bien simplement vous utilisez la formule simplifiée que j'ai présentée dans le cadre de ce module. Et donc la taille de l'échantillon va dépendre de 4 facteurs, de la plus petite différence que l'on veut détecter, de la précision souhaitée, de la puissance souhaitée, de la variabilité des données et de la capacité d'estimer avant votre étude cette prévalence, cette fréquence du phénomène de santé étudié. Et donc, vous devez avoir une bonne réflexion sur tous ces paramètres, à la fois par rapport à une bonne connaissance de santé publique de ce qui se passe dans le contexte de l'enquête, et puis une bonne réflexion sur les paramètres statistiques, épidémiologiques, de précision, et par rapport aussi aux marges d'erreur que vous acceptez. Et une fois que vous avez décidé ces paramètres, alors vous vous lancez dans le calcul de la taille d'échantillon, et vous voyez que si la taille d'échantillon est raisonnable par rapport aux ressources et aux objectifs que vous êtes fixés dans votre enquête. Et si ce n'est pas raisonnable, alors vous réajustez certains de ces paramètres
pour trouver une taille d'échantillon la plus adéquate possible par rapport à votre capacité opérationnelle de mener cette recherche et donc de recruter toutes ces personnes dans votre échantillon.